Notre parc se trouve sur le toit d'infrastructures de transport. Nous avons le métro ligne 1 qui passe en dessous, l'autoroute A14, le RER A. On a 535 arbres dans la trame du projet. Il a toujours été porté par Michel Desvignes, cette intention de d'écrire sur l'existant. Donc les platanes, les tilleuls font partie de la toile de fond du projet. Et donc on a gardé un certain nombre d'éléments, je pense notamment au bloc-marche en granit. Donc ça fait des quantités très intéressantes qui feront un clin d'œil aussi à la vie antérieure de cet aménagement-là pour qu'on puisse, écrire l'histoire sur un socle, déjà existant. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ndakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Bonjour Zainab, je suis Bonjour, ravi de vous accueillir. je suis très ravie de participer à ce podcast, avec Comment vous vous Hicham. allez ce matin? Ça va, en Ouais. forme. Ok, comment s'est passée donc cette célébration du 10 septembre dont vous allez nous parler un peu plus longuement Oui, aujourd'hui? donc hier, 10 septembre, nous avons eu le lancement officiel du chantier du parc de l'Esplanade de la Défense, donc tout s'est bien passé, je vous en parlerai, je pense au cours du podcast, au fur et à mesure. Bon, super. J'aimerais que vous vous présentiez pour ceux qui ne vous connaissent pas et que vous le fassiez librement. Très bien, donc Zeynep Kilani, je suis, architecte et ingénieure de formation. J'ai fait mes études, supérieures à Toulouse, une ville pour qui j'ai beaucoup d'affection et de tendresse. Et à la suite de mes études, donc après l'obtention de mes diplômes, je suis, montée à Paris, comme on dit, pour, entamer ma carrière, professionnelle. J'ai toujours travaillé dans la maîtrise d'ouvrage. Donc la maîtrise d'ouvrage, c'est on va dire les entités qui commandent les projets, qui les financent. Et j'ai plutôt commencé par de la construction, donc du bâtiment, la canopée des halles, par exemple. Et petit à petit, au gré des opportunités, de projets, j'ai plutôt, migré, on va dire, vers l'aménagement public et la nature en ville. D'accord. Pourquoi avoir choisi Paris pour ce challenge? Est-ce que c'est les études qui vous y ont mené ou, pour vous, la capitale avait porté des espoirs, sur ces sujets-là? Alors pourquoi Paris? Parce que en effet, il y a des opportunités professionnelles, multiples, très intéressantes en termes de challenge. Moi, j'aime bien les challenges, les grands projets, dès qu'il y a de la complexité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai, continué avec les études d'ingénieur après mes études, d'architecture. Et donc j'ai trouvé un écosystème très intéressant en tout cas pour commencer ma carrière professionnelle. Donc c'était dans le cadre d'un stage de fin d'études, en tout cas mon déménagement à Paris pour, comment dire? Des raisons, personnelles aussi parce que j'ai retrouvé, mon mari qui était plutôt à Paris. Et après bon, les opportunités étant multiples Dans la dans la capitale. métropole Bien sûr. parisienne, voilà, c'est très, comment dire? Intéressant d'y rester et d'explorer les opportunités, qui s'y trouvent. Est-ce qu'il y a un moment, qui a fait que vous avez senti que c'était sur cette voie que vous vouliez vous engager? Est-ce que ça vient, plutôt de l'enfance, de l'adolescence? Est-ce que Alors, c'est ça vient de l'enfance en effet. J'ai un comment dire? Une mémoire très vive d'un moment où, au collège, on nous avait demandé de faire un exposé sur, une thématique, dans une liste, et une des thématiques, c'était le patrimoine. Et comme j'ai grandi en Tunisie dans une ville, très riche en patrimoine qui s'appelle Kérouan, qui est une, ville classée au patrimoine de l'UNESCO. Heu, un des monuments majeurs de la ville et de la Tunisie, c'est la grande mosquée de Kérouan, qui était donc à 2 pas de chez moi et qui a tout le temps bercé mon imaginaire architectural. Et donc j'avais fait tout un exposé sur, cette, prouesse, on va dire architecturale, ce monument. Et ce qui m'a toujours marqué au-delà de l'échelle, de l'histoire, bon, c'est un bâtiment qui date du 7e siècle, donc c'est la plus ancienne mosquée d'Afrique. C'est le fait que dans la cour, toute la partie, on va dire, couverte, de la cour repose sur des colonnades romaines ou, byzantines
qui ont été, j'allais dire chinés, mais récupérés dans les ruines, on va dire, sur le territoire, tunisien. Et il y a, je pense, il n'y a pas 2 colonnes qui se ressemblent. Et donc cette notion un peu qu'on a l'impression qui est un peu, contemporaine, qui revient dans l'air du temps, en fait, elle a quasiment tout le temps existé, de réemployer, de récupérer ce qu'il y a sur site, surtout les matériaux de qualité, et ça m'avait marquée. Donc au début, je voulais plutôt faire, archéologue, donc allier un peu l'aspect, découverte, bâtiment et histoire. Mais comme je ne suis pas tellement de nature patiente pour aller chercher et espérer découvrir, j'ai plutôt, fait du choix des études d'architecture, qui étaient tout aussi intéressantes bien évidemment, en rajoutant, la casquette ingénieur, voilà, pour, un peu me raccrocher à mes affinités, scientifiques. Alors, on voit bien la relation entre le passé et le présent en vue de construire, le futur, notamment quand vous parlez de ces colonnes qui sont vraiment intéressantes. Est-ce que cela a un peu guidé votre parcours? Disons que le fil rouge, on va dire, si on peut l'appeler ainsi, il est dans ma quête un peu quand je change de challenge. Je cherche plutôt des objets ou des opportunités ou des projets plutôt emblématiques, parce que j'ai toujours, voilà, cette idée de la grande mosquée qui est assez impressionnante. Et donc voilà, la Canopée des Halles est quand même un bâtiment assez, emblématique en plein cœur de Paris, qui était, au-dessus du trou des Halles, au-dessus de la station de métro et de RER. Voilà, je j'ai poursuivi sur d'autres opportunités, donc par exemple au pied de la tour Eiffel, sur les aménagements de la place du Trocadéro, des quais de Seine. Et maintenant, je travaille sur le parc de l'Esplanade de la Défense, qui est le plus grand parc, sur dalles de France. Donc je pense que l'échelle, on va dire un peu monumentale, patrimoniale aussi, parce que bon, à Paris, il y a du patrimoine partout, mais vraiment l'axe majeur, les monuments historiques, la centralité, m'ont toujours attirée. Ça va toujours avec son lot de complexité, d'équilibre entre préservation, modernisation, donc c'est des thématiques que j'aime bien explorer tout en rajoutant, «ma patte» entre guillemets, donc voilà, la transition écologique comme cap, et notamment un aspect particulier qui me tient à cœur, qui est l'économie circulaire et aussi, la biodiversité. D'accord. Bon, vous me donnez une transition toute faite, justement sur ce fameux projet, à Paris La Défense. Donc c'est votre nouveau challenge. Bon, challenge qui a commencé un petit moment, mais non, parce que le projet a été pensé, réfléchi il y a 6 ans, c'est ça? Oui, alors, il y a eu une phase de préfiguration, on a tenté des choses sur site pour voir déjà ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien, ce que les usagers appréciaient ou moins, avant de lancer une consultation de maîtrise d'œuvre. Et donc depuis, 5 ans, nous avons un maître d'œuvre, donc Michel Desvignes, qui est paysagiste, entouré d'un groupement de compétences qui ont conçu le projet et qui aujourd'hui, comme je le disais, démarre sa phase de travaux. D'accord. Alors pour donner un peu de contexte quand même sur ce lieu, vous me corrigez, hein, si je dis des bêtises. Donc c'est le premier quartier d'affaires d'Europe. Tout à fait. Moi j'ai noté qu'il y avait 3,6 millions de mètres carrés de bureaux, Oui, voilà. Chaque jour transitent à peu près 180 000 à 200 000 personnes sur cette esplanade, mais sur ce lieu de travail en fait. tout à fait. Plus de 600 000 mètres carrés de logements. Oui, nous avons beaucoup d'habitants, aussi, curieux que ça puisse paraître. En tout cas, on n'a pas dans l'imaginaire qu'il y a des habitants, mais oui, nous avons des immeubles d'habitation, à La Défense. Le futur projet s'étendra donc sur 5 hectares, entre Oui, la fontaine d'Agam et le bassin Takis. qui sont 2 œuvres d'art. OK, merci pour la précision. Donc sur, 600 mètres de promenade verte qui sont prévus. Oui, Ouais, je suis bon jusque-là. 535, platanes, tilleuls et petits arbres qui sont préservés. Donc il y a déjà un patrimoine arboré, sur, cette esplanade et donc sont prévus 314 nouveaux arbres, à qui sont planter. à planter. OK. 6 bassins végétalisés et biologiques, c'est ça. Oui. Une aire de jeu. Une aire de jeu pour enfants. Comme il y a des habitants, il y a des enfants et donc on accueille tous les publics. D'accord, super et puis 140 espèces végétales pour enrichir donc, la biodiversité qui vous tient à cœur. Est-ce que je suis OK surtout est-ce que je suis bon sur tous ces chiffres-là qui montrent un peu la grandeur, je veux dire, de ce projet, non?
Oui, c'est un projet assez, comment dire? D'ampleur, en tout cas au sein de la métropole et c'est pour ça qu'il est soutenu par, la région, le département, la métropole, voilà. C'est un projet d'envergure et de rayonnement. Ce que je rajouterais dans votre présentation, c'est que nous avons, au-delà de cette ambition donc de végétalisation, de mutation des usages et d'intégration du maximum de diversité d'usages, c'est que c'est un parc sur dalle et donc un parc sur dalle est un défi en soi, parce que nous Effectivement. n'avons pas de pleine terre, sur ce projet, alors que nous avons l'ambition de planter, de manière, ambitieuse avec, des arbres qui à terme, prendront toute leur envergure et donc la notion de dalle, elle nous renvoie, par analogie à une toiture. Une dalle, c'est le toit d'autre chose, en tout cas le parc sur dalle et donc notre parc, nous, il se trouve sur le toit d'infrastructures de transport. Nous avons le métro ligne 1 qui passe en dessous, l'autoroute A14, le RER A, sans vous parler des voies souterraines que nous avons pour les livraisons, les transports, le stockage et ainsi de suite. Donc c'est un vrai challenge technique que de faire ce projet au-dessus du toit de ces infrastructures que je viens de vous présenter. Donc voilà, je vais pas trop détailler, mais bon, les connaisseurs reconnaîtront un peu ces thématiques, mais quand on parle d'un projet sur dalle ou sur toiture, voilà, on a un peu un triptyque qui fonctionne ensemble. C'est le respect de la capacité portante, donc il faut que le projet tienne clairement, hein, que ce soit vis-à-vis des voisins ou pour qu'ils puissent, se soutenir durant le projet et durant le chantier. Les notions d'étanchéité, parce que forcément, s'il y a une toiture, il y a une étanchéité. Sinon, l'eau trouve toujours son chemin pour s'infiltrer en dessous. Donc, l'étanchéité est reprise là où on peut la reprendre. On la reprendra évidemment pas sous les platanes, les 500 arbres existants, sinon ça reviendrait à les condamner. Et donc le troisième aspect, on va dire, inhérent à la thématique, d'un projet sur dalle, c'est la gestion des eaux pluviales. Quand il pleut, où va l'eau? Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? Et donc, ce qui est intéressant avec notre projet de parc, c'est que nous allons désimperméabiliser énormément de surface par les biais de végétalisation et d'autres dispositifs. Et donc, nous allons capter énormément d'eau de pluie qui, aujourd'hui, allait directement au réseau. Et c'est donc un projet au-delà de son aspect, on va dire, végétalisation parc, il est aussi très vertueux en termes de gestion des eaux pluviales. The Plan. Oui, effectivement, c'était quand même un détail, un gros détail que préciser quand même que c'était un rooftop, on va dire, ou une toiture. En fait, on peut dire que c'est la toiture d'un réseau, de transport. Il y a une autre contrainte aussi, c'est que la vie continue sur cette esplanade. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas, sanctuariser le temps des travaux. Vous allez vraiment continuer à permettre aux gens de circuler, d'aller au travail, de vivre sur cette esplanade. Donc c'est une des contraintes aussi? Oui, 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 c'est même un défi. Donc c'est un défi qu'on prend en compte dès la phase de conception parce que le site sur lequel, prendra place ce parc, donc c'est un site urbain dense. Là, on est vraiment dans voilà, il y a des tours de bureaux partout, il y a les immeubles d'habitation, il y a aussi des commerces donc c'est une dalle piétonne, XXL sur laquelle on rencontre donc des piétons, certains cyclistes qui osent s'aventurer parmi ces piétons parce qu'ils roulent pas très vite, et quelques véhicules autorisés, bon, pompiers, police, et véhicules d'entretien et donc tous ces usages-là, donc déjà de flux, doivent être maintenus durant le chantier et donc notre intervention, nous, durant le chantier, elle va être par phase. On ne pourra pas, mobiliser toute la surface, je veux dire la clôturer en entier pour faire le parc. On est obligé de séquencer notre intervention pour permettre aux différents usagers d'avoir toujours, une certaine surface pour pouvoir, voilà, s'asseoir, pique-niquer, se reposer, passer un coup de fil, faire, ce qu'ils ont l'habitude de faire dans ces espaces-là. Pendant que nous faisons les travaux et livrons une portion du parc et comme ça, quelque part, on fait une sorte de jeu de tiroir ou de transvasement où, quand on ouvre, une zone, l'autre reste ouverte et quand on livre la zone qui était en chantier, on peut fermer à côté. Donc c'est pour ça aussi, on y reviendra peut-être sur la notion de temporalité, que c'est un chantier qui dure 3 ans. 3 ans, ça peut paraître long,
comme moins long, parce que bon, on a quand même 5 hectares, c'est quand même assez conséquent, les surdales, ainsi de suite. Mais 3 ans, c'est pour aussi pouvoir absorber ces changements de phase successives et permettre au quartier de continuer à vivre. Donc l'idée, c'était quand même pas de fermer cet espace-là, mais continuer aux gens de pouvoir circuler, simplement vivre, en fait. Hem, on rappelle quand même que c'est le premier quartier d'affaires européen. C'est la place où on fait du business. Comment aujourd'hui on va aller convaincre la partie prenante de l'intérêt de végétaliser, de laisser place à la nature, dans un environnement très business? Alors je pense que nous n'avons pas eu tant de difficultés à exposer le projet tel qu'il est, donc dans son ambition environnementale aux différents, heu, comment dire? Aux différents occupants de la défense, les parties prenantes, les partenaires, économiques notamment. Parce que toutes ces personnes-là, toutes ces entités-là sont favorables à une évolution de l'image du quartier d'affaires, parce que leurs usagers, leurs salariés, eux aussi sont demandeurs de la présence de plus de nature en ville, d'avoir un espace extérieur, qui soit l'extension d'une tour de bureau, parce qu'une tour de bureau, c'est des mètres carrés qui sont loués. On ne loue pas une terrasse ou un espace extérieur, aussi de la même manière qu'on loue, des mètres carrés de bureaux. Donc les tours sont très optimisées pour pouvoir commercialiser des plateaux de bureaux et donc elles n'accueillent pas tant que ça d'espace extérieur. Bon, les plus récentes évidemment sont plus dans l'air du temps et donc les différents travailleurs de la défense, heu, sont très, comment dire? Font un accueil très favorable à ce projet dont ils pourront profiter parce que dès qu'il fait beau à La Défense, tout le monde sort manger dehors. Bon, tout le monde. Une large, proportion de Large partie des de gens. de travailleurs sort manger dehors parce que c'est très agréable, on est sous les arbres, on prend son petit pique-nique ou on prend, à son restaurant d'entreprise, mais on sort manger dehors et donc c'est le parc pourra accueillir davantage d'usagers parce qu'on multiplie notamment les mobiliers urbains, on met des tables de pique-nique, on met davantage de bancs, il y aura plus d'ombre évidemment avec les arbres qu'on va planter. Donc c'est très bien perçu en tout cas par, on va Par les dire les usagers. travailleurs de la défense parce que ça va faire muter l'image de la défense qui est très minérale, très bureau, très mono, usage. Et pour aller dans comment dire? Pour poursuivre sur les autres types d'usagers, les riverains disons que, ils ont une vision pour le moment un peu, immédiate parce que pour eux, c'est 3 ans de travaux en bas de chez eux, donc des changements de par exemple de trajet, le matin parce qu'il y a des travaux en face de chez eux et qu'ils doivent contourner ou des choses de cet ordre. Mmh. Donc il y a plus comment dire? Une anticipation des éventuelles, nuisances ou contraintes à venir du fait du chantier, avant de se projeter dans le pur bénéfice qu'ils auront d'avoir un parc au pied de chez eux, un parc accessible en transport en commun. Je veux dire, c'est quand même quelque chose, d'assez, comment dire? De pas très courant en tout cas, dans une métropole, comme Paris. Donc les usagers sont plutôt, positifs sur ce projet. En tout cas, ceux qui y travaillent, effectivement, ça peut poser un peu des problèmes pour les gens qui vivent tous les jours là, qui vont subir peut-être un peu le bruit des travaux. Donc c'est vraiment une question de patience, pour, espérer profiter de voilà, de ce projet. Mais qui est Comment aussi, pardon, juste pour je compléter, t'en je vous en prie. qui est aussi le propre d'habiter dans un site urbain dense. C'est la ville se fait sur la ville, donc c'est bon, ce parc-là, ça fait 50 ans qu'on n'y a pas touché, hein, donc il y a aussi, je veux dire, un besoin de renouvellement urbain. Pour, à la fois bon l'image on en a parlé, mais aussi pour rentrer un peu plus dans l'époque. La biodiversité, la nature en ville, la préparation donc l'adaptation, donc préparation au climat de demain. Donc toutes ces thématiques-là, c'est des investissements en l'avenir, mais qu'il faut, amorcer, dès qu'on en a l'opportunité, la possibilité. Donc ce projet-là, comme, on le disait, on va dire il est en incubation depuis plusieurs années. Là, il passe à la phase de concrétisation. Ça, c'est pas une surprise pour les riverains qu'il y a ce projet-là qui va aboutir. C'est juste que on va dire, à court terme, ils y voient plus, le chantier avant d'y voir le projet. Bien sûr. Hem,
il y a une question, moi, qui me vient, c'est quand même les arbres, ces fameux arbres là qui sont là depuis, alors, vous avez un peu, un ordre d'idée de l'âge qu'ils pourraient avoir, ces platanes qui finalement, survivent sur dalle, enfin vivent sur dalle depuis, peut-être des décennies? Nous, on dit, 50 ans, depuis l'époque, de l'aménagement de l'esplanade dans les années 70. D'accord, OK, donc ça fonctionne, les arbres, sont là, permettent, de profiter un peu de leur ombrage pour pouvoir déjeuner à midi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Hem, Si on revient un peu sur votre, réemploi, je reviens toujours un peu sur ce réemploi des matériaux. Est-ce que ça a été appliqué? Est-ce que vous avez des exemples sur ce projet-là, sur ces travaux-là? Oui, oui, alors le projet porte dans son ADN cette notion d'économie circulaire qui, dès le début de la même avant d'avoir désigné la maîtrise d'œuvre, nous nous sommes fait accompagner par notre assistant à maîtrise d'ouvrage, donc AMO, en économie circulaire qui s'appelle Cycle Up, qui avait fait un inventaire, donc un diagnostic de tout ce qui était disponible sur site, en termes de matériaux, de mobilier et cetera. Et donc à partir de cet inventaire, exhaustif, heu, avec la maîtrise d'œuvre, donc les équipes de Michel Desvignes, nous avons, fléché les matériaux, les mobiliers qu'on souhaitait voir intégrés dans le projet et ceux dont voilà, on était d'accord qu'ils étaient plus en bon état ou plus dans on va dire, étaient très 70s et étaient plus vraiment dans l'air du temps ou autre. Et donc on a gardé un certain nombre d'éléments, je pense notamment au bloc-marche en granit, qui bon, le granit, c'est un peu le matériau d'excellence, en fait, pour, l'espace public, pour la voirie et cetera, donc c'est des matériaux de qualité, donc on va leur donner une deuxième vie par des découpes, par des insertions dans le projet, donc notamment pour faire les marches, des escaliers. Les garde-corps en inox sont aussi de très bonne qualité, donc on les maintient. On va juste les nettoyer, vérifier les fixations. Les mobiliers aussi, on a des bancs, des transats et cetera qui vont être pensés, nettoyés et cetera pour être remis en œuvre. Donc ça fait des quantités très intéressantes, qui feront un clin d'œil aussi à la veut dire à la vie antérieure de cet Bien aménagement-là sûr. pour qu'on puisse, écrire l'histoire sur un socle, déjà existant et on va même plus loin dans le réemploi parce qu'on propose tout ce qu'on ne garde pas dans le projet à nos collègues gestionnaires s'ils ont besoin, d'éléments, à récupérer ou à d'autres projets, que ce soit ceux de Paris La Défense ou ailleurs, pour pouvoir, donner une seconde Une vie à ces seconde vie. matériaux. Est-ce qu'il y a, parlons un peu des végétaux. Est-ce qu'il y a, alors on ne pourra pas parler de réemploi des végétaux, mais est-ce qu'il y a des végétaux qui vont être déplacés puisqu'à un moment donné, ils pourraient, soit gêner le chantier, moi, soit vous vous êtes dit qu'en termes d'aménagement, ça serait bien de pouvoir, replacer certains types de plantes, de végétaux, d'arbres? Alors aujourd'hui, on a 535 arbres selon mon dernier décompte, qui sont plutôt composés de platanes, de tilleuls, et d'autres, quelques essences. C'est quand même assez considérable. Ils sont en relativement bon état. Bon, pour certains, ils sont un peu plus fatigués, on va dire. Mais, ce qui est intéressant, c'est que dans la on va dire, dans la trame du projet, il a toujours été porté par Michel Desvignes cette intention de d'écrire sur l'existant. Donc les platanes, les tilleuls font partie de la toile de fond du projet. D'accord. Nous avons également d'autres arbres dont je ne saurais pas citer le nom de peur de l'écorcher parce que c'est un nom en latin, d'arbres qu'on va transplanter parce qu'en effet, ils se trouvent un peu en plein cœur d'un aménagement qu'on veut un peu plus agrandir. Donc on va juste les transplanter de leur endroit actuel vers un autre endroit du projet et donc les arbres sont préservés dans le cadre du projet et on vient les compléter par, d'autres arbres d'essences différentes pour sortir de cette, par exemple sur les platanes, comme je disais, nous avons peut-être 450 platanes. C'est une chance, mais c'est aussi, comment dire? Un risque parce que il suffit qu'il y en ait un qui soit malade, Restaurant. ça va propager au reste. On a tous un peu la catastrophe du canal du Midi en tête. Donc c'est aussi ce souhait de diversifier qui apportera de toute évidence de la biodiversité parce que ça permet de mélanger les essences et de, comment dire? D'élargir la palette, mais aussi de, comment dire? D'atténuer ce risque-là d'atteinte, des arbres et qu'on se retrouve à devoir, tous les sacrifier. Donc là, c'est là vraiment la préservation de l'existant
arbres dans la composition aussi, parce qu'on a en fait, les alignements d'arbres sont plutôt 2 mailles de platane et donc vraiment la structure reste la même et donc le complément de végétaux qu'on apporte, il est donc par les 300 arbres, qui sont plutôt des cépées ou des arbres qui à terme, seront des arbres à haute tige, heu et plutôt une stratification donc par densité où on va amener plus d'arbustes, plus de massifs, il y a des pelouses aussi donc c'est là surtout qu'on va créer de l'épaisseur, de la proximité à la nature, du sol végétalisé donc une meilleure captation de l'eau donc l'amélioration elle est vraiment à plusieurs strates et pas que par les arbres. Exactement. Vous avez parlé de biodiversité, quel type de biodiversité on peut espérer, voir s'épanouir sur cette esplanade? Alors est-ce qu'il y a déjà quelque chose que vous avez enfin déjà une forme de biodiversité qui est présente sur le site? La diversité des essences qu'on va planter déjà ça va créer un écosystème intéressant. Les plantes, vous le disiez, tout à l'heure en présentant le projet, donc on a 6 bassins plantés dans l'axe, du projet. Donc c'est des bassins d'une taille assez intéressante, plus de 60 carrés chacun, donc c'est quand même, pas des petits éléments et donc ces bassins sont en circuit fermé, donc sans intrants de chlore ou autre et qui sont plantés par avec, des plantes hydrophytes, heu, si je me trompe pas de terme et ce qui sera propice notamment à ce que, par exemple, les oiseaux viennent s'abreuver dans l'eau. Parce que comme l'eau n'est pas traitée, ils peuvent la boire sans risque pour la santé des animaux. Voilà, on espère aussi, avoir, des papillons, des petits insectes, qui vont, s'installer. Nous avons aussi 2 zones en particulier qu'on va rendre inaccessibles dans l'aménagement et qui seront plutôt, sous un aspect, on va dire, de prairie. Donc, plutôt des plantes un peu, libres, sans entretien, accentué et qui seront, je pense, propices, au développement de la petite faune, pardon, notamment. Et dans nos diagnostics, préalables au projet, en termes de biodiversité, nous avons relevé une forte présence de la pipistrelle, donc c'est la chauve-souris, Oui, qui fait le lien entre, les 2 bras de Seine qui, on va dire, encadrent la défense et donc ils suivent un peu les lumières des tours de bureaux pour passer comme dans un couloir entre les tours et ils font un peu l'aller-retour pour se guider entre, on va dire, de la Seine à la Seine et donc cette présence-là, elle est, on va dire, documentée et nous pensons qu'ils y trouveront aussi, on va dire, leur intérêt dans le nouveau parc, sachant que, au-delà de la trame verte, on va dire, ou en connectant le parc, avec il y aura les une autres trame électrique, ouais. quartiers du mieux qu'on peut, on a aussi une trame noire avec, de l'éclairage, nocturne qui, on va dire, la hauteur des mâts est prévue pour que la lumière donc, éclaire vers le bas. On a des mâts de 4 mètres maximum, au cœur du parc pour qu'au-dessus de ces mâts, il fasse plutôt nuit, là où on a les arbres vraiment bien développés et même au cœur de la nuit, un abaissement progressif des lumières jusqu'à atteindre presque, on va dire, l'extinction de lumière et qui n'est déclenché que sur détecteur, de présence pour que, voilà, un passant dans, je sais pas moi, à 3 4 heures du matin, s'il a besoin de traverser le parc qui, je le rappelle, est un espace public ouvert, non clôturé et piéton, peut le faire évidemment et il y aura une détection de présence pour allumer la lumière, pour la sécurité évidemment de l'usager. Est-ce que vous avez fait appel à d'autres, innovations pour répondre à des problématiques techniques, écologiques? Dans l'innovation, bon, le réemploi dans l'espace public, je ne vais pas dire que c'est une innovation, mais c'est pas très courant. Ça, j'insiste pour le dire parce on cherchait un peu des retours d'expérience et cetera. Heu, c'est très, très courant dans le bâtiment et notamment parce qu'il y a une loi qui cadre un peu tout ça. Mais dans l'espace public, je vais pas dire que nous sommes précurseurs, mais nous essuyons un peu les plâtres avec nos prestataires en termes de méthodologie, même avec les entreprises de travaux et nous sommes très, comment dire? Contents d'avoir, eu cette ambition et de la poursuivre. En termes d'innovation ou d'aspect en particulier, Heu, je dirais que, bon, comme on garde les arbres, par exemple, il y a des méthodologies particulières pour intervenir au pied des arbres. Les troncs sont évidemment protégés, les hauts pieds aussi, mais concernant les racines, quand on doit intervenir, il y a une vigilance
accrue à proximité des racines. Il y a des points d'arrêt de chantier si on croise des racines de plus de je ne sais plus combien de centimètres, mais bref, c'est vraiment une attention particulière qui fait que les entreprises doivent, par exemple, intervenir avec des aspiratrices ou manuellement pour ne pas endommager les racines. Racine. Mmh. Bon, on est sur dalle, donc tous les véhicules de chantier sont de petite taille, parce qu'on est limité à 3,5 tonnes sur la dalle, qui est vraiment pas beaucoup. Donc comme on a des petits engins, bah, en fait, ça prend plus de temps, par exemple, de faire des terrassements ou d'approvisionner du matériel. Donc on a aussi cet effet de logistique qui est plus contraint sur dalle que dans une parcelle, classique. Mais si on veut vraiment parler on va dire d'innovation, donc, nous, aujourd'hui à La Défense, on a un sol qui est, composé de dalles sur plot. Ça veut dire que quand on marche sur le revêtement, ça sonne creux en dessous, il y a du vide et sous ce vide, on trouve vraiment la dalle structurelle que nous appelons, nous, communément, le tablier et donc ce vide-là, en fonction de là où on regarde, parce qu'il n'est pas, on va dire, de hauteur continue, on peut trouver 30 centimètres comme on peut trouver 2 mètres. Ça dépend de là où on coupe, on va dire. Et nous, avec le projet, on va essayer de lisser quelque part le nivellement, d'abord pour des raisons d'accessibilité universelle, mais aussi parce que ça nous aide à rendre le projet plus lisible, d'améliorer encore une fois le ruissellement de l'eau, et compagnie. Et donc dans ce vide-là, qu'il soit de 30 centimètres ou de 2 mètres, nous devons combler ce vide, soit par de la terre allégée qu'on s'est planté, soit par du remblai. Communément, quand on travaille sur dalle, on a plutôt tendance à mettre du polystyrène parce que l'idée, c'est de remplir sans alourdir, remplir le vide sans peser sur la structure. Nous avons fait le choix, mais parce qu'on avait, eu ce choix d'opter pour un autre matériau qui est plutôt en nid d'abeille, qui permet d'assurer toujours cette fonctionnalité de remplissage sans peser, mais qui a l'avantage de ne pas être, 100 en plastique comme le polystyrène. Parce que nous anticipons aussi, pour on va dire, le monde de demain, le jour où on devra refaire le parc dans 30 ou 40 ans, comment dire? Quand on récupérera un peu le sol en polystyrène, il s'effrite à travers les années et le plastique finit par pénétrer un peu Et dans les pour remblais mmh. tout autour et donc notre intention là, donc c'est quelque part une innovation, on va le tester, d'avoir un sol plus vertueux dans sa composition, en matériaux, en anticipant un peu le tri, de demain, en tout cas la fin de cycle du projet et ça améliore évidemment le bilan carbone, et ainsi de suite. Quelle est la profondeur de la dalle, sous nos pieds? Tout à l'heure, vous avez parlé de 2 mètres. Est-ce que ça peut varier? Je pense notamment aux espaces où sont plantés les arbres. Est-ce qu'on a un peu plus de profondeur pour les racines ou pas? Au niveau des arbres, je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup plus. En réalité, on a alors, la difficulté qu'on a, j'ai l'impression de dire cette phrase, pardon, à chaque fois, mais on a beaucoup de difficultés, on va dire, beaucoup de challenges, mais qui sont tous toutes, tout aussi, intéressantes à explorer et à résoudre. C'est que, dans les années 70, on n'avait pas des DOE, par exemple, des dossiers d'ouvrages exécutés. Ça veut dire que nous, pour connaître l'existant, on doit regarder les archives, parce qu'on n'a pas des dossiers bien constitués Bien. comme on le fait aujourd'hui, qui sont très cadrés, visés, validés, et cetera. Donc on ouvre les documents d'archives et on essaie de comprendre. Est-ce que c'est la dernière version du document? Est-ce que ça a été construit comme le plan qu'on est en train de regarder? Il y a toujours ce doute-là. Et donc, on fait toujours des recherches dans les archives pour essayer de comprendre, dans les photos comme dans les documents techniques. Mais le vrai juge de paix, on va dire, de tout ça, c'est d'aller sur site et d'ouvrir et de regarder des inspections, des investigations. Donc, ce qu'on sait, par exemple, c'est que les arbres qu'on maintient, donc les fameux 535 arbres, en majorité des platanes, sont plantés dans des jardinières qui ont été construites au-dessus de la fameuse dalle, structurelle et on arrive à le voir sur une photo, pardon et donc on arrive à voir ces jardinières vides, donc avant la plantation
et par un effet d'échelle, parce qu'il y a un monsieur à côté sur la photo, on est plutôt de l'ordre de 2-3 mètres maximum, ce qui n'est pas énorme, hein, pour des platanes, mais ce qui, relève aussi de la prouesse quelque part d'avoir des arbres qui ont 50 ans, qui ont pu se développer dans un sol aussi contraint, aussi urbain, mais qui explique aussi le fait qu'ils soient, comme le disent les experts, on va dire arboricoles, que les platanes sont bonséifiés, comme un bonsaï. Bon, un bonsaï, on a tous en tête que c'est quelque chose qui tient, sur le coin du bureau, mais là, c'est dans le sens où, à maturité, un platane à 50 ans est beaucoup plus grand que les D'ac platanes que nous avons à La Défense, mais ceux-ci se sont évidemment adaptés aux contraintes qu'ils ont, au sol, mais aussi en termes de vent, de réverbération, d'ensoleillement et cetera. Vous avez mentionné, les difficultés liées au manque, de documentation, sur les aménagements qui ont été réalisés, il y a des dizaines d'années. Est-ce que ces pratiques aujourd'hui évoluent? Est-ce que lors de la création de nouveaux sites, il y a des systèmes de monitoring, des documentations beaucoup plus précises qui sont mises en place? Je pense notamment au suivi de l'évolution de la biodiversité dans le temps, la documentation des choix d'aménagement et de plantation, et puis des données techniques, notamment sur le flux d'eau qui transite sur la dalle, avec l'objectif de permettre à ceux qui rouvriront les dalles dans 50 ans, par exemple, de mieux comprendre, de gagner du temps sur les nouveaux aménagements, de s'appuyer sur des données concrètes pour comprendre, l'évolution, écologique du parc et prendre des décisions éclairées. Ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est que, comme je disais, il faut qu'on aille voir pour connaître l'existant. Parce qu'on a des hypothèses toujours avant de commencer. Donc quand on ouvre, par exemple, on enlève les revêtements, on va voir vraiment, la dalle structurelle, on va faire un levé topo, mais qui est en BIM. On va essayer de faire des levées en maquette numérique, à chaque fois qu'on va croiser, donc à la fin du curage, par exemple, ou, voilà, à des étapes, majeures de l'avancement du chantier. Donc ça, c'est pour documenter l'existant. Après avoir documenté l'existant, le projet, quand il est construit, on exige aussi des entreprises de travaux de modéliser ce qu'ils ont construit, pour qu'on puisse avoir à la fois l'existant et ce qui est nouveau. Et donc ce qui est nouveau, je parle notamment de l'éclairage public, par exemple les mâts d'éclairage, bah, ils auront tous chacun un numéro et on sait, quelle est la référence de la lampe à changer. Bref, ça va faciliter la vie des collègues de la gestion. Ils vont avoir les emplacements des plantes, quelle est l'essence de la plante, de quelle force, donc quelle taille d'arbre a été planté, dans quel sol il a été planté, et donc ça va, je l'espère, les aider dans leur quotidien, dans l'entretien et la gestion des espaces verts. Pour l'eau, pour l'eau, nous avons déjà commencé par choisir des essences de plantation qui ne sont pas très consommatrices d'eau. Parce que, comme on est sur dalle, on est obligé d'arroser. Nous, on a un réseau d'arrosage qui accompagne tout notre aménagement. C'est pas systématique pour toutes les plantations, mais il y a des plantations sans arrosage, elles vont pas pouvoir, se développer. Bon, je ça se discute. Il y a peut-être eu, d'autres interventions, sur le podcast, des intervenants, pardon, sur le podcast qui étaient pas favorables à maintenir, l'arrosage et cetera. Mais bon, nous, on est sur un site contraint, on n'a pas tant le choix que ça, et donc on limite donc cette consommation d'eau, et on cherche à suivre au plus près ces consommations. Donc il y a des compteurs qui sont dédiés et cetera. Il y a un pluviomètre, sur la place de la Défense. Donc bon, il y a un certain nombre de données qui enrichissent aussi notre, système d'information, géographique. Donc on a un SIG au sein de Paris La Défense qui permet, de connaître l'existant, où se sont placées les choses, de quoi il s'agit. Et j'irai plus loin, et là, c'est un terme que je maîtrise pas encore absolument, mais nous avons l'ambition d'avoir un jumeau numérique du quartier de la Défense, et donc de pouvoir notamment faire des modélisations en termes d'adaptation climatique, en termes d'évacuation, des tours aussi en cas de, je ne sais pas pour quelle raison, mais bref, d'évacuation simultanée de plusieurs tours, ou et cetera. Donc de voir comment se comporte l'espace public ou l'aménagement en faisant varier plusieurs paramètres. Et ça, c'est un travail au long cours, parce qu'il faut notamment les maquettes numériques pour alimenter le jumeau, et les multiples données.
Et c'est une des facettes aussi intéressantes de ce projet, c'est que au delà d'être un projet de nature en ville, c'est aussi l'opportunité de documenter ce qui se passe pour mieux anticiper on va dire le projet de dans 50 ans. Donc on peut imaginer que ce projet et on espère que ce projet peut inspirer d'autres projets en France, en Europe ou partout dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà des sollicitations, de projets venant d'ailleurs et qui veulent, en savoir un peu plus que sur comment vous avez réfléchi ce projet? Comment vous l'avez lancé? Et comment il se déroule sur les premiers travaux? Alors à l'international, pas encore, mais en France, nous avons pu intervenir à diverses occasions, on va dire auprès de nos partenaires, comme, par exemple l'agence de l'eau ou, les trams verts et bleus on va dire de la région, ou aussi il y a les maîtres d'œuvre qui organisent aussi des événements ou des séminaires pour qu'on puisse parler de ce projet, de montrer que quelque part on incite aussi contraint si on arrive à faire certaines choses, c'est qu'on pourrait, a priori, pouvoir les faire ailleurs. On nous dit souvent que: «Oui, mais à la défense, il y a de l'argent, donc forcément vous pouvez être ambitieux» et etc. C'est pas si vrai que ça, l'argent qu'on a, c'est de l'argent public et l'argent public se fait de plus en plus rare, en tout cas pour les collectivités qui nous financent, donc c'est pas non plus, comment dire? Un robinet, qui coule à l'infini. Donc nous avons optimisé au mieux ce projet. Nous avons une exigence forte, pour ce projet, mais surtout quand on rapporte le coût du projet, donc là, par exemple, les travaux vont coûter 29 millions d'euros. C'est conséquent, mais ramené à 5 hectares. C'est intéressant. C'est pas si élevé que ça, au mètre carré pour un projet sur dalle, dans un quartier, site occupé, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça aide à relativiser. Nous, on est toujours ouverts au partage d'expériences, que ce soit, on va dire dans notre région ou ailleurs. Et c'est toujours très enrichissant d'écouter et d'aller à la rencontre des autres solutions parce que même si on est en phase chantier, il y a toujours des choses où on se dit: «Ah, si j'avais su, peut-être qu'on aurait pu», mais ça sera toujours le cas sur tous les projets, Bien sûr, tout à ouais. fait. Selon vous, Zeynep, est-ce que vous pensez qu'il faut encourager, multiplier ce genre de projet? Alors, bien évidemment, peut-être à des échelles, moindres que celles de Paris La Défense, mais qu'on devrait exploiter, les toitures de nos villes, dans des villes qui sont de plus en plus denses, qui se construisent sur elles-mêmes. Est-ce que pour vous, c'est, quelque chose qu'il faut encourager? Je dirais, spontanément oui. Après bon, il y a évidemment plusieurs contraintes inhérentes à tout ça. La première, c'est le conflit d'usage. En fait, le fait de végétaliser fait que, voilà, il y a des zones qui sont accessibles, qui ne le sont plus ou qui, de fait, font que la surface est inaccessible. Parce qu'on a tous en tête, par exemple, des rooftops où on peut faire, comment dire? Des aménagements, sympathiques pour se retrouver, mais il y a toujours cette notion de capacité portante, il y a souvent des locaux techniques ou autres, bref, qui peuvent être un peu contraignants. Mais si c'est possible et si on n'est pas dans une copropriété où c'est compliqué de faire, voter une telle décision, bien sûr, ça profitera à la fois au bâtiment, parce que ça améliore notamment la performance thermique même du bâtiment, parce que ça isole d'avoir, végétalisé la toiture. Mais si ça peut aussi accueillir des usages, comme des jardins potagers ou même juste une toiture terrasse, c'est tout aussi intéressant. Heu, voilà ce que je peux vous dire en tout cas en toiture, mais sinon même dans le sol, on le voit de plus en plus, par exemple des conversions de places de stationnement en, zone végétale. C'est très agréable l'été quand on marche sur un trottoir ombragé. Rien que cet exemple-là, je pense que c'est difficile de militer pour le contraire. Au contraire. Au sein de cette, grande esplanade, il y a une œuvre d'art, je crois qui vous tient un peu à cœur. Alors, est-ce que c'est, la grenouille de l'artiste Claude Torricini? Oui, c'est une fontaine à boire de Claude Terricini qui est une sculpture en fonte. Bon, moi, c'est une de mes œuvres préférées à la Défense, vu que bon, la Défense est un musée à ciel ouvert. Nous avons énormément Intéressant à savoir. d'œuvres, D'accord. assez monumentales, d'autres un peu plus discrètes, on va dire, mais elles valent toutes le détour. Ça peut faire un parcours de visite très intéressant et sur l'esplanade, on n'y échappe pas, pardon, on a de multiples œuvres qu'on maintient.
Certaines sont repositionnées, remises en état, ainsi de suite. Et donc cette fameuse œuvre-là, dont j'ai eu l'occasion de parler auparavant, c'est une fontaine à boire, mais qui n'a jamais été mise en service. Donc on l'a jamais vue, on va dire, cracher de l'eau. Et un de nos défis du projet, maintenant que j'en ai parlé, un peu partout, j'espère qu'on va y arriver, parce qu'elle est vraiment très très belle déjà esthétiquement et je pense que ça sera une, heu, une petite pépite sur le projet si on y arrive. Donc bon, pour les auditeurs, n'hésitez pas à aller, voir La fontaine à boire de Claude Torricini pour voir à quoi ça ressemble. Ça vaut le détour. Excellent. Zeynep, imaginons maintenant que nous sommes à la fin des travaux, que le parc est officiellement ouvert. Qui aimeriez-vous inviter, personne vivante ou disparue, à venir vous accompagner, pour une balade sur cette esplanade, pour pouvoir échanger autour de l'aménagement, par exemple, ou de sujets, plus existentiels? Ouh là, je m'étais pas préparée à une telle question. Donc, je dirais, sans trop de réflexion, Dan Kiley, c'est le premier aménageur de l'esplanade de la Défense, donc on va dire le paysagiste américain, à qui on a confié l'aménagement de l'esplanade dans les années 70, qui a donc implanté les fameux 535 platanes et tilleuls, pour voir que, son héritage est toujours là, mais qu'on l'a fait rentrer dans le 21e siècle, dans les problématiques d'aujourd'hui et de demain. Je pense qu'il y a eu de la part de Michel Desvignes, du respect pour ce travail-là et c'est toujours très intéressant d'avoir un projet qui est une, stratification des plus je veux dire une sédimentation, je dirais même, des époques précédentes, des héritages, que nous avons reçus, parce que c'est très présomptueux de dire qu'on réinvente les choses. On est plutôt dans une réécriture et dans une réinterprétation. Donc je trouve que ça pourrait être, intéressant, inspirant et par curiosité pour voir, ce qu'il en penserait. Et une deuxième personne, en toute honnêteté, j'ai pas en tête une deuxième personne, mais je pense que je convierais, volontiers et je le ferais même en réalité, à la fin du chantier, de convier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Parce qu'il a mobilisé de multiples compétences chez Paris La Défense et chez les partenaires et moi-même je n'ai pas été là au démarrage du projet, il y a plus de 5 ans, mais que depuis 3 ans et donc les personnes qui m'ont, précédée, je serais ravie que tous collectivement on voit le fruit de ce projet donc qui est parti d'une idée et qui est devenu une réalité. Excellent. J'ai une dernière question qui me vient justement par rapport à ce concepteur initial de ce projet, d'esplanade. Est-ce que vous pensez en ayant ouvert, on va dire les dalles, vu un peu, l'état des sous-sols, est-ce que vous pensez que, ils ont enfin les concepteurs de cette époque-là ont réfléchi, en se disant que leur projet allait durer dans le temps? Alors ma question elle peut paraître un peu bizarre, mais est-ce qu'ils ont pensé aux générations qui venaient derrière? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ou que finalement vous êtes souvent dit: «Ah mince, ils ont pensé, heu, à conceptualiser, à réaliser un projet, mais que pour un certain temps»? Alors là, c'est peut-être ma casquette d'architecte qui va parler. Je pense que comme tout concepteur, quand on conçoit un projet, c'est plus pour la postérité. Je veux dire, c'est pour les gens qui vont arriver après, en tant qu'usagers évidemment, mais aussi quelque part, voilà, comme une trace qu'on va laisser, une amélioration de l'existant, une réponse à une commande. Voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose de bien pour la suite. Et donc, veut dire, la projection dans l'avenir, évidemment, n'est pas la même il y a 50 ans comme celle qu'on a aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'il y a 50 ans, c'était pas une projection en termes de réchauffement climatique, et cetera, mais plutôt d'aménagement, propice à l'usage, inscrit aussi dans l'axe majeur. Donc, le projet de l'esplanade, c'est la continuité de l'axe majeur. On parle du jardin des Tuileries, des Champs-Élysées, des allées de Neuilly et de l'esplanade. Tout ça, c'est le même axe. On voit très bien l'arc de triomphe qui fait écho à l'arche de la Défense quand on est sur l'esplanade. Ce n'est pas neutre d'être sur cet, axe de le nôtre et donc je pense que Dan Kaili, sans on va dire, trop, je pense, me mouiller, heu, a plutôt conçu un projet dans cet axe majeur, donc dans un axe historique et il s'est projeté dans une continuité
Et nous, avec le projet, on prend cet, héritage-là historique et on y rajoute une dimension plus écologique, plus d'adaptation, plus encore une fois dans l'air du temps, de biodiversité bien évidemment, de nature en ville, mais parce que ce sont nos problématiques d'aujourd'hui et c'est celles qui vont nous occuper durant les prochaines années et c'est pour le bien commun qu'on fait ça, bien évidemment. Bah, écoutez, merci beaucoup, Zainab, c'était vraiment intéressant. Comment on peut vous joindre, est-ce que vous êtes, présente, sur les réseaux? Si on a envie de vous questionner, sur ce projet? Vous pouvez m'écrire sur, LinkedIn, Zainab, Kilani, vous allez me reconnaître et je serai ravie de répondre à vos questions, heu, avec plaisir. Merci beaucoup et bah, écoutez, on va suivre avec un grand intérêt ce projet et j'espère pouvoir, venir le visiter prochainement. Voilà, Ben, au merci beaucoup. plaisir de vous accueillir, en 2028 quand tout le projet sera livré et encore merci Hicham pour cette invitation et pour, cet échange, très intéressant. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.dailygreen.fr. Prenez soin de vous.